Le vent hurlait dans les ruelles pavées de Saint-Émilion, comme s'il voulait arracher les secrets des vieilles pierres. Adrien, 20 ans, titubait sur le trottoir, la tête lourde, le cœur battant à tout rompre. On lui avait injecté quelque chose, il en était sûr, et la vérité, amère comme le vin de la région, s'imposait, son propre père voulait le guérir. Adrien s'effondra sur un banc, les mains tremblantes. Il revoyait le visage sévère de son père, Philippe, un notaire respecté de la petite ville, dont les mots avaient toujours été des ordres. « Tu es une honte pour cette famille », avait-il sifflé la veille, les yeux brillants d'une colère froide. Depuis des mois, Philippe surveillait chaque geste de son fils, lisait ses messages, fouillait sa chambre. Il avait découvert les lettres qu'Adrien échangeait avec Léo, un étudiant en histoire rencontré à Bordeaux, et cela avait suffi pour déclencher sa croisade. Une thérapie forcée, un rendez-vous clandestin avec un soi-disant médecin, et maintenant cette sensation d'étourdissement, ce poison qui coulait dans ses veines. Mais Adrien n'était pas seul. À quelques mètres, Léo, 22 ans, courait vers lui, son écharpe rouge flottant dans le vent. Ses boucles noires dansaient sur son front, et ses yeux sombres, d'ordinaire si calmes, brûlaient d'inquiétude. « Adrien !» cria-t-il, s'agenouillant près du banc. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Sa voix tremblait, un mélange de peur et de rage. Léo, né à Marrakech mais élevé à Bordeaux, avait toujours été discret sur ses origines, préférant se fondre dans la foule. Pourtant, avec Adrien, il s'était révélé, vulnérable et passionné, prêt à défier le monde pour protéger ce qu'ils avaient construit. Adrien leva les yeux, luttant contre le brouillard dans son esprit. « Ils veulent me changer », murmura-t-il, la voix brisée. « Mon père, il pense que je suis malade. » Léo serra sa main, si fort que leurs jointures blanchirent. « Tu n'es pas malade. Tu es parfait. » Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Adrien. Pour la première fois depuis des heures, il sentit une lueur d'espoir percer l'obscurité. Saint-Émilion, avec ses vignobles dorés et ses façades élégantes, semblait un décor trop parfait pour une telle tragédie. Pourtant, c'était ici qu'Adrien avait grandi, dans l'ombre d'un père autoritaire et d'une mère, Claire, trop effacée pour s'opposer. Philippe avait toujours rêvé d'un fils à son image. Un héritier pour son étude notariale, un homme droit, marié, respectable. Mais Adrien, avec ses cheveux en bataille, son rire éclatant et son amour pour Léo, ne rentrait pas dans ce moule. Et maintenant, Philippe avait franchi une ligne inimaginable. Il avait drogué son propre fils, convaincu qu'un cocktail chimique pourrait effacer qui il était. Léo aida Adrien à se relever, son bras ferme autour de sa taille. « On va s'en sortir », dit-il, bien que sa voix trahît une incertitude. Ils n'avaient ni argent ni plan, seulement leur lien, fragile mais indestructible. « On va chez moi », ajouta Léo. « Ma sœur, Amina, nous aidera. » Amina, 25 ans, était étudiante en droit et farouchement protectrice de son frère. Elle connaissait leur histoire et, malgré les tensions avec leur propre famille, elle était leur alliée. Le trajet jusqu'à Bordeaux fut un calvaire. Adrien luttait pour rester conscient, ses pensées embrouillées par la drogue. Léo, au volant de sa vieille Peugeot, jetait des regards inquiets, sa main droite serrant celle d'Adrien. « Reste avec moi », murmurait-il, comme une prière. À l'arrière, le silence était lourd, ponctué seulement par le ronronnement du moteur et le souffle erratique d'Adrien. Arrivés dans le petit appartement d'Amina, dans le quartier de la Victoire, ils trouvèrent refuge. Amina, avec ses lunettes rondes et son chignon désordonné, les accueillit sans poser de questions. « Il faut qu'il voie un médecin », dit-elle après avoir examiné Adrien. Un vrai, cette fois. Elle connaissait un ami, Julien, interne en médecine, qui pourrait les aider discrètement. Julien, 27 ans, était un homme au visage doux et aux manières calmes, mais il blêmit en entendant leur histoire. « C'est de la maltraitance », murmura-t-il en auscultant Adrien. « Ce qu'ils lui ont donné, c'est dangereux. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Julien confirma que la substance injectée était un mélange expérimental, censé réprimer certaines pulsions, une pratique illégale et barbare. Adrien, encore faible, s'accrochait à la main de Léo, cherchant dans ses yeux une encre. « Je ne veux pas être quelqu'un d'autre », souffla-t-il. Léo, les larmes aux yeux, répondit « Tu n'as pas à l'être ». Mais le danger n'était pas loin. Philippe, furieux d'avoir perdu la trace de son fils, avait engagé un détective privé pour le retrouver. À Saint-Émilion, les rumeurs circulaient déjà. Le fils du notaire, perdu dans ses dérives, avait fui. La honte, arme favorite de Philippe, s'abattait sur Adrien, même à distance. Pourtant, dans cet appartement exigu, entouré de Léo, Amina et Julien, Adrien commençait à comprendre une vérité essentielle. Il n'était pas brisé. Il était en train de se construire.
Les jours suivants furent un fragile équilibre entre peur et détermination. L'appartement d'Amina devint un sanctuaire temporaire, mais la tension pesait sur chaque mot, chaque regard. Adrien, encore affaibli, passait ses journées sur le canapé, un plaid sur les épaules, luttant contre les nausées et les cauchemars. Léo ne le quittait presque jamais, veillant sur lui comme un gardien silencieux. Amina, elle, jonglait entre ses cours de droit et ses appels à des associations locales pour trouver de l'aide. Julien revint le lendemain avec des nouvelles inquiétantes. « J'ai parlé à un collègue toxicologue, expliqua-t-il, sont-on graves. Ce qu'ils t'ont donné, Adrien, c'est un mélange de sédatifs et d'hormones non homologuées. C'est illégal et ça peut causer des dégâts à long terme. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais tu es jeune, ton corps peut récupérer avec du temps. » Adrien hocha la tête, le regard perdu. Le temps. Combien en avait-il avant que son père ne le retrouve? Amina, pragmatique, prit les choses en main. « Il faut porter plainte, » dit-elle, ses yeux brillants de colère. « Ce que ton père a fait, Adrien, ce n'est pas juste cruel, c'est criminel. » Mais Adrien secoua la tête, la voix tremblante. « Il a des relations partout. Les juges, la police, il connaît tout le monde à Saint-Émilion. » L'idée de confronter Philippe semblait insurmontable, comme défier une tempête avec une barque trouée. Léo, jusque-là silencieux, prit la parole. « On ne peut pas rester caché éternellement. Si on ne fait rien, il recommencera. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Léo savait ce que c'était de vivre dans l'ombre des attentes familiales. À Marrakech, ses parents, traditionalistes, avaient coupé les ponts lorsqu'il leur avait parlé de son orientation. Seule Amina l'avait soutenu, et maintenant, il voyait dans les yeux d'Adrien la même peur qu'il avait autrefois ressentie. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres, Adrien trouva le courage de raconter toute l'histoire. Assis en cercle dans le salon, avec une théière fumante au centre, il parla de son enfance. Les attentes écrasantes de Philippe, les silences de sa mère, Claire, qui préférait détourner le regard plutôt que de s'opposer. Il raconta comment, à 16 ans, il avait compris qu'il était différent, et comment chaque regard, chaque mot doux échangé avec Léo avait été une victoire contre la honte que son père lui avait inculquée. « Il m'a emmené à ce rendez-vous, » murmura Adrien, les yeux fixés sur ses mains. « Il m'a dit que c'était pour mon bien, que j'allais redevenir normal. Et puis, ce médecin, il m'a injecté quelque chose, et tout est devenu flou. » Léo serra sa main, un geste si naturel qu'il en était presque invisible. Amina, elle, griffonnait des notes, déjà en train de construire un dossier dans sa tête. « On va le faire tomber, » dit-elle, la voix vibrante de conviction. « Mais il faut des preuves. » Julien proposa une idée risquée, retourner à Saint-Émilion pour récupérer le dossier médical d'Adrien. Si ce médecin a laissé des traces, on pourrait prouver ce qu'il t'a fait. L'idée terrifia Adrien, mais Léo hocha la tête. « Je viens avec toi, » dit-il simplement. Leur plan était fragile, mais c'était un début. Le lendemain, ils partirent à l'aube. La maison familiale d'Adrien, une bâtisse imposante aux volets verts, semblait les attendre comme un piège. Philippe était absent, mais Claire était là, et Adrien savait quelle serait leur plus grande épreuve. En entrant, il sentit son cœur se serrer. Claire, avec ses cheveux grisonnants et son regard fuyant, les accueillit avec un mélange de surprise et de méfiance. « Adrien, où étais-tu » demanda-t-elle, évitant de regarder Léo. « Je veux mes affaires, » répondit-il, la voix ferme malgré la peur. « Et je veux la vérité. » Claire pâlit, mais elle ne dit rien. Pendant que Léo montait la garde, Adrien fouilla le bureau de son père. Dans un tiroir verrouillé, qu'il força avec un coupe-papier, il trouva des documents, des factures, des ordonnances, le nom d'un certain docteur Moreau. Chaque page était une preuve de la trahison de Philippe. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, des phares illuminèrent la cour. Philippe était de retour. Le moteur de la voiture de Philippe rugit dans la cour, un grondement qui fit trembler les vitres. Adrien sentit son sang se glacer. Il serra les documents contre sa poitrine, le papier froissé sous ses doigts, comme si ces feuilles étaient son seul bouclier. Léo, posté près de la fenêtre, murmura « Il faut sortir. Maintenant. » Mais il était trop tard. La porte d'entrée s'ouvrit avec un craquement, et la silhouette massive de Philippe apparut, son costume impeccable contrastant avec la fureur dans ses yeux. « Adrien » tonna-t-il, sa voix résonnant dans le hall. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son regard glissa sur Léo, et une grimace de dégoût déforma son visage. « Et toi tu oses remettre les pieds dans ma maison ?» Adrien recula instinctivement, mais Léo s'avança, son corps tendu comme un arc. « Il n'est pas seul, dit-il, la voix basse mais ferme.
Et il ne le sera plus jamais. Philippe éclata d'un rire amer. Tu crois que tu peux me défier, gamin? Tu crois que tu peux corrompre mon fils et t'en tirer comme ça? Il fit un pas vers Léo, menaçant, mais Adrien s'interposa. Arrête, cria-t-il, sa voix brisant le silence. C'est toi qui m'as fait du mal. Toi, pas lui. Les mots jaillirent, libérant des années de colère contenue. Philippe vacilla, comme si les paroles de son fils l'avaient physiquement frappé. Mais il se ressaisit vite. Tu es confus, dit-il, plus calme mais glacial. Ce traitement c'était pour ton bien. Tu comprendras un jour. Claire, restée en retrait, murmura quelque chose d'incompréhensible, les mains tordues d'angoisse. Adrien la regarda, espérant un signe de soutien, mais elle baissa les yeux. Cette lâcheté, plus que tout, lui brisa le cœur. « Maman, murmura-t-il, pourquoi tu ne dis rien ?» Elle ne répondit pas. Léo attrapa le bras d'Adrien. « On s'en va, » dit-il, jetant un dernier regard à Philippe. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Philippe s'élança, saisissant Adrien par le poignet. « Tu ne partiras pas, » gronda-t-il. Léo réagit en une fraction de seconde, repoussant Philippe avec force. Les documents tombèrent au sol, s'éparpillant comme des feuilles mortes. Dans la confusion, Claire cria enfin « Arrêtez !» Sa voix, habituellement si douce, claqua comme un coup de fouet. Elle s'agenouilla pour ramasser les papiers, ses mains tremblantes. En lisant les premières lignes, son visage se décomposa. « Philippe, qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Philippe, pour la première fois, sembla perdre pied. C'était pour lui, insista-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Adrien, libéré de l'emprise de son père, ramassa les documents et les fourra dans son sac. « On s'en va », répéta Léo, cette fois sans regarder en arrière. Ils coururent jusqu'à la voiture, le cœur battant, et démarrèrent sous le regard figé de Philippe, immobile dans l'embrasure de la porte. De retour à Bordeaux, l'adrénaline retomba, laissant place à l'épuisement. Amina les attendait, anxieuse. Lorsqu'elle vit les documents, ses yeux s'illuminèrent. « C'est assez pour une plainte, » dit-elle, feuilletant les pages. « Mais il faut agir vite. Ton père ne va pas abandonner. » Julien, qui les avait rejoints, hocha la tête. « Je peux témoigner, » ajouta-t-il. « Ce que ce docteur Moreau a fait est une violation de toutes les règles médicales. » Mais Adrien, assis sur le canapé, semblait ailleurs. « Et si ça ne suffit pas ?» murmura-t-il. « Et s'il gagne encore ?» Léo s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains. « Il ne gagnera pas, » dit-il avec une certitude qui fit frissonner Adrien. « Parce qu'on est ensemble. Et on est plus fort que lui. » Cette nuit-là, Adrien dormit dans les bras de Léo, leur souffle se mêlant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des jours, il rêva non pas de peur, mais d'un avenir possible, un avenir où il pourrait être lui-même. Les semaines suivantes furent une bataille silencieuse. Amina, avec l'aide d'un avocat pro bono trouvé via une association LGBT, commença à monter un dossier contre Philippe et le docteur Moreau. Les documents récupérés dans la maison familiale étaient accablants. Ordonnances falsifiées, notes sur des traitements de conversion illégaux, et même des échanges de courriels entre Philippe et Moreau, détaillant leur plan pour sauver Adrien. Chaque mot lu par Amina renforçait sa détermination, mais pour Adrien, c'était une plongée dans la douleur. Relire les intentions de son père, écrites noir sur blanc, était comme rouvrir une blessure. Léo, fidèle à sa promesse, ne quittait pas Adrien. Ils passaient leur journée dans l'appartement, à parler, à rire parfois, à se redécouvrir. Léo racontait ses souvenirs d'enfance à Marrakech, les odeurs d'épices dans les souks, les disputes avec ses cousins pour des broutilles. Adrien, lui, partageait des bribes de son passé. Les étés à courir dans les vignobles, les moments volés à écrire des poèmes qu'il cachait sous son matelas. Ces instants de vulnérabilité les rapprochaient, tissant un lien plus fort que la peur. Mais l'ombre de Philippe planait toujours. Un matin, un homme en costume sombre frappa à la porte de l'appartement. « Monsieur Adrien Beaumont ?» demanda-t-il, un sourire froid aux lèvres. C'était le détective engagé par Philippe. Amina, vive comme l'éclair, le repoussa poliment mais fermement. « Il n'est pas là, » mentit-elle, refermant la porte d'un coup sec. Une fois seule, elle se tourna vers Adrien, le regard dur. « Il faut déménager. Vous n'êtes plus en sécurité ici. » L'idée de fuir encore terrifia Adrien, mais Léo le rassura. « On trouvera un endroit. Ensemble. » Julien proposa une solution. Un ami à lui, Camille, possédait une petite maison à Arcachon, près de la mer. Camille, 30 ans, était un artiste local, ouvert d'esprit et discret.
Il ne posera pas de questions, assura Julien. Et c'est loin de Saint-Émilion. Le déménagement fut rapide, presque précipité. Arcachon, avec ses plages infinies et son air salé, offrit à Adrien un répit inattendu. La maison de Camille, une bâtisse en bois aux volets bleus, était modeste mais chaleureuse. Camille, avec ses dreadlocks et son rire contagieux, les accueillit comme de vieux amis. « Faites comme chez vous », dit-il, leur montrant une chambre avec vue sur la dune du Pilat. Pour la première fois depuis longtemps, Adrien sentit une paix fragile s'installer. Mais la paix fut de courte durée. Une nuit, alors qu'il regardait les étoiles sur la plage, Léo reçut un message d'Amina. Philippe avait porté plainte contre Adrien pour vol de documents. C'était une manœuvre désespérée, mais dangereuse. Il essaie de nous intimider, expliqua Amina au téléphone. Mais l'avocat dit que ces accusations ne tiendront pas. On a les preuves de son côté. Adrien, assis sur le sable, sentit la colère monter. « Pourquoi il ne me laisse pas tranquille ?» murmura-t-il, les poings serrés. Léo passa un bras autour de ses épaules. « Parce qu'il a peur de toi, » répondit-il. « Peur de ce que tu représentes. Un avenir qu'il ne peut pas contrôler. » Ces mots, prononcés sous un ciel étoilé, firent naître en Adrien une force nouvelle. Il n'était plus seulement une victime. Il était un combattant. Le lendemain, ils reçurent une bonne nouvelle. L'association avait contacté un journaliste d'investigation, Sophie, qui voulait raconter leur histoire. Sophie, 35 ans, était connue pour ses articles percutants sur les injustices sociales. Elle rencontra Adrien et Léo dans un café d'Arcachon, son carnet débordant de notes. « Ce que vous vivez, c'est plus grand que vous, » dit-elle, ses yeux brillants d'empathie. « Si vous parlez, d'autres trouveront le courage de le faire. » Adrien hésita. Rendre son histoire publique, c'était exposer sa douleur au monde. Mais Léo, toujours à ses côtés, murmura « C'est ta voix contre la sienne. Et la tienne est plus forte. » Ces mots décidèrent Adrien. Il accepta. L'interview avec Sophie changea tout. Assis dans le café, face à la mer, Adrien raconta son histoire avec une honnêteté brutale. Il parla de la drogue, de la peur, de la trahison de son père, mais aussi de l'amour qu'il avait trouvé avec Léo. Sophie écoutait, son stylo courant sur les pages, capturant chaque mot comme s'il était précieux. « Vous êtes courageux, » dit-elle à la fin, posant une main sur celle d'Adrien. « Et votre histoire va aider beaucoup de gens. » L'article, publié dans un grand quotidien national, fit l'effet d'une bombe. Intitulé « Un père contre son fils, l'horreur des thérapies de conversion », il exposait les agissements de Philippe et du docteur Moreau, appuyés par les documents qu'Adrien avait récupérés. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags comme « Justice pour Adrien » émergèrent, et des manifestations spontanées éclatèrent à Bordeaux et Paris. Adrien, bouleversé par cette vague de soutien, luttait pour y croire. « Ils sont avec nous », murmura Léo, montrant son téléphone où défilaient des messages d'inconnus. Mais la victoire avait un goût amer. Philippe, acculé, contre-attaqua. Dans une interview à une chaîne locale, il se présenta comme une victime, un père désespéré par un fils perdu. « J'ai voulu l'aider », déclara-t-il, les yeux humides pour la caméra. « Il est manipulé par des gens qui veulent détruire notre famille. » Ces mots, diffusés à la télévision, frappèrent Adrien comme un poignard. Léo, furieux, éteignit l'écran. « Il ment », gronda-t-il. « Et tout le monde va le voir. » Amina, depuis Bordeaux, travaillait sans relâche avec l'avocat. Ils déposèrent une plainte officielle contre Philippe pour maltraitance et complicité dans une pratique médicale illégale. Le docteur Moreau, quant à lui, avait disparu, probablement alerté par l'article. Mais les autorités étaient sur sa trace, et l'étau se resserrait. À Arcachon, Adrien et Léo trouvaient du réconfort dans leur routine. Chaque matin, ils marchaient sur la plage, main dans la main, laissant les vagues effacer leurs pas. Camille, leur hôte, les encourageait à peindre, à écrire, à créer. « L'art guérit », disait-il, montrant ses toiles aux couleurs éclatantes. Adrien, inspiré, commença à écrire un journal où il couchait ses peurs, ses espoirs et son amour pour Léo. Ces mots devinrent son refuge, une façon de reprendre le contrôle. Un soir, alors qu'il dînait avec Camille, un appel bouleversa tout. C'était Claire, la mère d'Adrien. Sa voix, tremblante, était à peine reconnaissable. « Adrien, je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas été là pour toi. Mais je veux changer ça. » Elle expliqua qu'elle avait quitté Philippe, incapable de supporter ses mensonges. « Je veux te voir, » ajouta-t-elle, « si tu me laisses une chance. » Adrien, figé, raccrocha sans répondre. Léo posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas à décider maintenant, »
dit-il doucement. Mais Adrien savait que cette conversation marquerait un tournant. Pour la première fois, il entrevoyait une possibilité de réconciliation, non pas avec son père, mais avec sa mère, et peut-être avec lui-même. Pendant ce temps, l'enquête avançait. Un témoin, une ancienne patiente du docteur Moreau, se manifesta, confirmant que des traitements similaires avaient été pratiqués sur d'autres jeunes. Cette révélation renforça le dossier, et l'opinion publique se retourna encore plus contre Philippe. Adrien, encouragé par Léo et Camille, accepta de témoigner lors d'une audience préliminaire. Ce serait sa première confrontation directe avec son père depuis leur fuite. Le jour de l'audience préliminaire arriva comme une tempête. Adrien, vêtu d'un simple pull bleu, entra dans le tribunal de Bordeaux, le cœur battant à tout rompre. Léo marchait à ses côtés, sa présence un rempart contre l'angoisse. Amina, l'avocat, et Sophie, la journaliste, étaient là aussi, formant un cercle protecteur. Mais lorsqu'Adrien aperçut son père, assis de l'autre côté de la salle, son assurance vacilla. Philippe, impeccablement vêtu, fixait son fils avec un mélange de colère et de dédain. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, ouvrit la séance. Amina présenta les preuves, les documents, le témoignage de Julien, les analyses toxicologiques. Adrien, appelé à la barre, parla d'une voix tremblante mais claire. Il raconta tout, la drogue, la peur, la trahison. « Je voulais juste être moi », conclut-il, les larmes aux yeux. Mais il a essayé de m'effacer. Philippe, interrogé à son tour, maintint sa version. « J'ai agi par amour », dit-il, sa voix soigneusement modulée pour inspirer la pitié. Mais le juge ne semblait pas convaincu. « Vous avez mis la vie de votre fils en danger », déclara-t-elle, son ton glacial. L'audience fut suspendue, mais l'avocat murmura à Adrien, « On est en bonne voie ». Dehors, une foule de soutien s'était rassemblée, brandissant des pancartes avec des messages d'amour et de solidarité. Adrien, submergé, sentit Léo serrer sa main. « Tu l'as fait », murmura-t-il. « Tu as été plus fort que lui. » Ces mots, simples mais puissants, firent naître un sourire sur le visage d'Adrien. Les jours suivants, Adrien et Léo retournèrent à Arcachon, essayant de retrouver une forme de normalité. Claire appela à nouveau, et cette fois, Adrien accepta de la rencontrer. Leur rendez-vous eut lieu dans un petit café, loin des regards indiscrets. Claire, les yeux rougis, s'excusa encore. « J'étais faible, » admit-elle. « Mais je veux être là pour toi maintenant. » Adrien, prudent mais ému, accepta de garder le contact. Ce n'était pas un pardon total, mais un premier pas. Pendant ce temps, l'enquête sur le docteur Moreau progressait. Il fut retrouvé à Lisbonne, tentant de fuir. Son arrestation, largement médiatisée, renforça la cause d'Adrien. D'autres victimes se manifestèrent, formant un réseau de soutien qui donna à Adrien une nouvelle mission. Aider ceux qui, comme lui, avaient souffert en silence. Léo, toujours à ses côtés, proposa une idée audacieuse. « Et si on créait quelque chose ?» dit-il un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil sur la plage. « Un lieu, un groupe, pour que personne ne vive ce qu'on a vécu. » Adrien, inspiré, hocha la tête. Ensemble, ils commencèrent à rêver d'une association, un refuge pour les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Mais Philippe n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, un message anonyme arriva sur le téléphone de Léo. « Vous ne gagnerez pas. » La menace, bien que vague, raviva la peur. Adrien, déterminé à ne pas céder, serra la main de Léo. « Quoi qu'il fasse, dit-il, on est plus fort. » Les semaines précédant le procès furent un tourbillon d'émotions. Adrien et Léo, soutenus par Amina, Camille et leurs nouveaux alliés, travaillaient à la création de leur association qu'ils nommèrent Libre d'être. Leur objectif était simple mais ambitieux, offrir un espace sûr aux jeunes LGBT avec des conseils juridiques, un soutien psychologique et un réseau de familles d'accueil. Camille, avec son talent artistique, conçut un logo, deux mains entrelacées sous un arc-en-ciel discret, symbole d'espoir et de résilience. Mais la menace de Philippe pesait toujours. Le message anonyme n'était que le début. Des appels nocturnes, des lettres sans expéditeur, des rumeurs dans la presse locale. Tout semblait orchestré pour les déstabiliser. Amina, infatigable, renforça la sécurité autour d'Adrien et Léo, installant une alarme à la maison d'Arcachon et limitant leurs déplacements. « Il veut nous faire peur », dit-elle, mais il est en train de perdre. Le procès, retransmis en partie par les médias, devint un symbole. Adrien, appelé à témoigner à nouveau, raconta son histoire avec une force qu'il ignorait posséder. Face à lui, Philippe semblait diminuer, ses arguments s'effritant sous le poids des preuves. Le docteur Moreau,
extradé de Lisbonne, confirma sous serment que Philippe l'avait payé pour administrer le traitement. La salle d'audience retint son souffle lorsque le juge annonça que l'affaire serait jugée au pénal. En dehors du tribunal, Adrien et Léo trouvèrent du réconfort dans leur projet. Libre d'être attira l'attention d'associations nationales, et des dons commencèrent à affluer. Sophie, la journaliste, publia un second article, cette fois sur leur initiative, donnant une visibilité inattendue. Des jeunes, de Bordeaux à Lyon, contactèrent Adrien pour partager leurs histoires. Chaque message était une piqûre de rappel, ils n'étaient pas seuls. Un soir, alors qu'ils organisaient une réunion pour Libre d'être, Claire se présenta à Arcachon. Elle apportait des nouvelles. Elle avait entamé une procédure de divorce et voulait s'impliquer dans l'association. « Je ne peux pas effacer le passé, dit-elle, les larmes aux yeux, mais je veux aider. » Adrien, après une longue réflexion, accepta. Leur relation restait fragile, mais elle grandissait, comme une plante cherchant la lumière. Léo, quant à lui, s'épanouissait dans ce combat. Il commença à écrire des poèmes, inspirés par leur histoire, qu'il lisait à Adrien lors de leur soirée sur la plage. « Tu es ma maison », murmura-t-il un soir, ses mots portés par le vent. Adrien, ému, sentit son cœur s'alléger. Malgré tout, ils avaient construit quelque chose de beau. Mais une dernière épreuve les attendait. Une semaine avant le verdict, Philippe tenta une ultime manœuvre. Il proposa un arrangement à l'amiable, promettant de financer Libre d'être si Adrien retirait sa plainte. L'offre, transmise par l'avocat de Philippe, était un piège évident. Adrien, entouré de Léo et de ses amis, refusa. « Il ne peut pas acheter ma liberté », dit-il, la voix ferme. Le jour du verdict, le tribunal de Bordeaux était bondé. Adrien, assis entre Léo et Amina, fixait ses mains, essayant d'ignorer les regards curieux. Philippe, de l'autre côté de la salle, semblait vieilli, ses épaules voûtées sous le poids de l'attente. Lorsque le juge entra, un silence pesant s'installa. « Philippe Beaumont, vous êtes reconnu coupable de maltraitance aggravée et de complicité dans une pratique médicale illégale, » déclara le juge, sa voix résonnant dans la salle. « Vous êtes condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis, et à une amende de 50 000 €. Un murmure parcourut la foule. Adrien sentit une larme couler sur sa joue, un mélange de soulagement et de tristesse. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était une justice. Dehors, les soutiens d'Adrien l'accueillirent avec des applaudissements. Sophie, caméra à la main, captura l'instant où Léo serra Adrien dans ses bras, leurs fronts collés dans un moment d'intimité. « On l'a fait », murmura Léo, la voix rauque. Adrien hocha la tête, incapable de parler. Il avait gagné, mais le coup était lourd, une famille brisée, une enfance marquée. Les mois qui suivirent furent une renaissance. Libre d'être s'installa dans un local à Bordeaux, financé par des dons et soutenu par des bénévoles comme Camille, Julien et Claire. Adrien et Léo, désormais inséparables, devinrent des figures d'espoir pour des dizaines de jeunes. Ils organisaient des ateliers, des groupes de parole, et même des soirées artistiques où chacun pouvait s'exprimer. Claire, fidèle à sa promesse, s'impliqua pleinement. Elle apprit à connaître Léo, à écouter Adrien, à reconstruire ce qu'elle avait laissé s'effondrer. Leur relation, bien qu'imparfaite, devint une source de guérison. « Je suis fier de toi », lui dit-elle un jour, et ces mots, si simples, firent plus pour Adrien que des années de silence. 1 an plus tard, Adrien et Léo se tenaient sur la dune du Pilat, face à l'océan. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'or. « On a construit quelque chose », murmura Adrien, sa main dans celle de Léo. « Pas juste une association. Une famille. » Léo sourit, ses yeux brillants. « Et on n'a pas fini. » Leur histoire, née dans la douleur, s'était transformée en un message d'espoir. Adrien n'était pas devenu l'homme que son père voulait. Il était devenu bien plus, un homme libre, aimé, et entouré de ceux qui croyaient en lui. Et dans chaque pas qu'il faisait, il portait la force de ceux qui, comme lui, avaient osé être eux-mêmes.